Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes avec une édition pissenlit par la racine. Notre premier invité, en effet, c'est Michel Onfray. Après le marxisme, Sade, le freudisme et Jean Solpartre, la déconstruction à coups de marteau continue. Objet de son dernier essai, la décadence de la civilisation judéo-chrétienne en phase terminale, selon lui. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour la publication de cet essai, Décadence, aux éditions Flammarion. On va en parler dans un instant, mais juste une question. On va remonter 13 milliards d'années en arrière, en tout cas 2000 ans en arrière. Mais là, retour au passé immédiat. Vous avez regardé le débat de la gauche, enfin de la belle Alliance populaire hier soir, ou vous étiez au théâtre? Non, je n'étais pas au théâtre. D'aucuns. J'ai découvert ça à minuit, il y avait une rediffusion, donc je me suis offert la rediffusion. En replay, les 2h30. Oui. Très bien. Et alors? Rien de neuf, évidemment, sur le soleil, mais non. Non, c'est le thème de notre débat. On vous retrouve en attendant dans un instant, après votre empreinte digitale réalisée par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant votre nom sur internet, on découvre michelonfray.com, un site sur lequel vous animez votre propre web TV, un média libre, indépendant et autonome selon vos propres mots. Vous y répondez aux questions des internautes et comme 28 minutes, vous affichez votre propre logo sous forme de lunettes rectangulaires. Des lunettes que vous portiez déjà à la sortie de votre premier livre, Le ventre des philosophes, écrit en quelques jours après votre premier infarctus. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Le début d'une boulimie d'écriture qui succède à une lycorexie de lecture, comme le raconte votre maman. Il lisait La Brute de Guy Descartes, il avait 10 ans. Il lisait ce livre et j'avais une patronne qui me disait « Comment vous osez le laisser lire ce livre ?» Je lui disais « S'il en trouve un bien-être et s'il le comprend, je vois pas pourquoi lui en empêcher. » Après 20 ans dans l'éducation nationale, vous rendez votre tablier en 2002, révolté par la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Vous lancez l'Université populaire de Caen et y enseignez bénévolement une contre-histoire de la philosophie. Devant le succès, vous créez l'Université du goût à Argentan, bien manger pour bien penser dans la ligne droite de votre épicurisme revendiqué. Il y a 2 semaines, vous déclariez votre amour à Michel Houellebecq dans un article du Figaro. Aujourd'hui, vous revenez avec Décadence, le 2e opus d'une trilogie intitulée Brève encyclopédie du monde. Pas si bref que ça, à en juger par la taille du livre. C'est un peu normal que rentrant dans un château avec des labyrinthes comme ça, on trouve pas tout de suite la bonne porte. Vous y annoncez l'épuisement de l'Occident et la fin de la civilisation judéo-chrétienne. Michel Onfray, qu'est-ce qui vous permet d'être sûr que notre civilisation va bientôt disparaître? C'est une certitude. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison que ce qui concerne les civilisations depuis le début du monde, depuis que les civilisations sont civilisations, ce qui concerne donc les civilisations naissance, croissance, décadence, disparition, etc., épargne notre propre civilisation. Et ça me paraît une espèce de vérité d'évidence. Tout ce qui est vivant est destiné à mourir. Et les civilisations sont vivantes et on n'a encore pas connu une civilisation qui ait duré éternellement, du moins du temps que dure l'éternité, et qui n'ait pas dû mourir un jour. Il y a nécessité et fatalité, donc. La volonté humaine n'interfère pas d'aucune manière. Et pourquoi maintenant, d'ailleurs? Pourquoi maintenant? Alors d'abord, je veux dire que quand on fait souffrir les élèves en classe terminale avec une phrase de Valéry disant que nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, tout le monde est d'accord, tout le monde y consent, mais on ne consent pas pour soi. Mais il l'avait dit dans un contexte très particulier après la Première Guerre mondiale, il parlait de la déshumanisation de l'homme, enfin c'était sans doute métaphorique peut-être ou... Non, je pense qu'au contraire, ça s'appuyait sur un constat de ce qu'était la France à cette époque-là, et je ne pense pas que ce qui se soit passé depuis cette phrase-là donne tort à Paul Valéry, bien au contraire, je pense que ça lui donne plus que jamais raison. Une question quand même sur ce titre Décadence. Il y a souvent un jugement moral lié à la notion de décadence. D'ailleurs, Vladimir Poutine ou même Marine Le Pen emploient parfois, l'ont souvent même employé ce terme de décadence avec la connotation morale. C'est votre parti aussi? C'est moral? Il y a un jugement moral? Non. Je pense qu'il y a des mots qui sont connotés à droite, connotés à gauche, et que ça me fatigue d'imaginer qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser le mot race. Et on n'aurait pas le droit d'utiliser le mot décadence, parce que d'un seul coup, race, ça supposerait le racisme. Il n'y a pas de race, mais en même temps, il y a un racisme. Si le racisme, ça n'est pas la discrimination des races, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc il y a juste un moment donné où je revendique le droit de pouvoir utiliser des mots en disant « allez au-delà du mot, lisez une analyse », et puis voyez, on peut effectivement s'emparer de cette idée-là sans forcément être un décadentiste. Le terme décadence, sans qu'on vous dise « vous êtes comme Renaud Camus », etc. D'accord. Oui. Mais dans votre livre, vous décrivez tout ce qui a entraîné cette décadence, la poussée de la raison critique, la révolution, mai 68, etc. Vous décrivez aussi quand même une situation qui globalement est plus mauvaise aujourd'hui qu'avant, mais à aucun moment vous dites mais peut-être qu'il faudrait qu'on se révolte, peut-être qu'il faudrait qu'on essaie d'arrêter ça, peut-être qu'il faudrait que le matérialisme, que l'islam ne l'emporte pas partout, et en fait non.
Non, je dis même exactement le contraire, en disant qu'on ne peut pas. Et que c'est peut-être ce qui me distingue justement de la droite, de l'extrême droite, de Renaud Camus, de Marine Le Pen, de Ou des vrais déclinistes, de Finkielkraut, enfin de tous ces gens qui éventuellement peuvent partager une partie de mon constat, mais estiment qu'il faut faire des choses pour que ça s'arrête. Moi je dis non, il n'y a rien à faire. En fait, le vrai décliniste, c'est vous, parce que vous dites qu'il n'y a pas de solution. Je ne sais pas s'il y a des vrais ou des faux, je dis juste qu'il y a un usage de droite de ce concept-là qui est effectivement revenons aux bonnes vieilles valeurs d'antan, soyons réactionnaires. La réaction. Au sens étymologique, c'est-à-dire restaurons un ordre ancien. Ah, dans le temps, c'était quand même mieux et faisons de telle sorte que le passé que notre présent soit l'occasion de réactiver un futur qui sera notre occasion de sortir de cette décadence. Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire quoi que ce soit pour que ça change. J'utilise la métaphore du Titanic. Junger l'utilisait. On dira que la référence à Junger est aussi une référence d'extrême droite. Mais il y a un moment donné où, effectivement, quand le bateau coule, le moment n'est plus venu de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ne coule pas, pour qu'il coule moins, pour qu'il coule autrement ou qu'il coule différemment. Ça peut se faire, mais je pense que de toute façon, il coule. Nadia, vous avez lu l'essai de Michel Onfray. Ouais. Et dans le livre, quand vous décrivez les mécanismes qui sont à l'œuvre, vous opposez le nihilisme consumériste et déchristianisé de l'Orient à la ferveur des islamistes combattants, avec quelques lignes, notamment qui ont retenu mon attention. Je vous cite « L'Occident ne dispose plus que de soldats salariés. L'islam, lui, est fort d'une armée planétaire faite d'innombrables croyants prêts à mourir pour leur religion. » Et ce sont des phrases qui font écho à une autre déclaration. « Je ne pense pas que les djihadistes soient des abrutis ou des fous. Je respecte des gens qui meurent pour ce en quoi ils croient. » C'est pas vous, c'est Éric Zemmour, en octobre dernier. Est-ce que vous partagez avec lui cette forme d'admiration pour la ferveur Vous avez lu deux phrases. Les gens qui vous auront écouté auront bien constaté que Éric Zemmour utilise le mot « respecter » et qu'il n'y a pas de vocabulaire moral dans ma phrase et que moi je ne... Il n'y a pas une forme d'admiration pour cette vigueur. Contentez-vous de ce que j'écris et je vous dis, ce que j'écris ne dit pas « j'admire ». Un cancérologue qui diagnostique un cancer ne dit pas « je l'admire ». Il dit « il y a ». D'autres disent « c'est bien, c'est pas bien » ou je ne sais quoi. Zemmour dit « j'admire », etc. Bon, c'est son affaire. Moi, je ne dis pas que j'admire. Je constate simplement. Il n'y a pas un soldat français qui est prêt à mourir pour défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, la France ou je ne sais quoi. Ils sont salariés, les soldats. Ils font leur métier. Il y a en revanche en face des gens qui sont prêts à mourir en disant « moi, je crois à mes idées, je meurs, ça m'ouvre le paradis, etc. » Je ne dis pas « j'admire d'un côté les gens qui sont capables de mourir pour ces idées-là et puis de l'autre côté, je déteste ou je ne sais quoi. Moi, je trouve qu'on a toujours tort de vouloir mourir pour des idées, surtout quand il s'agit d'égorger son voisin en estimant que ça accélérera notre accès au paradis. Donc, je n'ai pas d'admiration ni de respect pour le terrorisme et pour les terroristes. Et quand vous constatez une sorte de remplacement démographique qui est à l'œuvre, qui globalement sont les idées de Renaud Camus sur le grand remplacement, là non plus, vous n'êtes pas dans une situation de jugement, vous ne dites pas il faut essayer d'éviter ça, ou ça devrait pouvoir se juguler. Non, vous constatez simplement. Ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, mettre des frontières, ça n'a pas de sens. Interdire les mariages mixtes, ça n'a pas de sens. Expulser des gens qui sont ici chez eux depuis 1 ou 2 générations ou 3 générations. Qu'est-ce qu'on fait des métis? Est-ce qu'on les renvoie dans un endroit métaphorique parce qu'ils sont français, ils sont là depuis toujours? Ça n'a aucun sens. Donc je pense que l'idée du grand remplacement qui serait voulu, etc., je n'y crois pas. Ça me distingue quand même de Renaud Camus. Cette idée qu'il faudrait arrêter ce grand remplacement, comme il faudrait arrêter la décadence et avoir une politique qui nous permettrait de revenir en deçà, je n'y crois pas non plus. Je dis juste que c'est le mouvement des choses. C'est l'entropie. Et puis après, je dis, ce serait bien qu'on puisse faire de la démographie une science, et pas une science de droite. C'est une discipline. C'est une discipline qui nous dit, si vous avez une augmentation de la population, si vous avez une baisse de la population ailleurs, si vous avez une augmentation du taux de fécondité, si vous avez une baisse du taux de fécondité, alors il y aura ceci, il y aura cela. Aujourd'hui, il est interdit de faire de la démographie sous prétexte qu'elle nous donne des informations qu'on n'a pas envie de voir. Moi je dis, est-ce qu'on pourrait faire de la démographie à gauche ? Est-ce que obligatoirement la démographie, ça débouche sur Renaud Camus ? Pour ça, il faudrait faire des statistiques ethniques ? Oui, bien sûr. Je trouve qu'on a le droit à toutes les statistiques possibles et imaginables. Et d'un seul coup, on estime que si statistiques ethniques il y a, c'est obligatoirement pour la discrimination. C'est pour la sociologie, c'est pour la connaissance. C'est pas forcément pour dire, maintenant qu'on sait combien il y a de musulmans, on va pouvoir être encore plus islamophobe. C'est juste pour dire, est-ce qu'on a le droit de savoir comment est constituée notre société sociologiquement ? Un mot sur Trump. Comment vous le voyez dans votre grille de lecture ? Est-ce que c'est un signe de cette décadence, son élection ?
C'est un personnage grossier. Je trouve que c'est difficile de faire la part des choses entre un individu qui a l'air assez détestable, tout ce qu'il y a d'insupportable dans le capitalisme triomphant, la brutalité, la grossièreté. Le refus de la complexité aussi. Il y a plus que ça. Il y a aussi le refus de la complexité du monde, le refus de la pensée, une société post-littéraire. Alors là, pour le coup, je dirais qu'il y a ce personnage qui paraît assez détestable. Et d'une certaine manière, quand des idées sont défendues par un personnage détestable, les idées deviennent détestables aussi. Cette idée qu'on pourrait refaire de la politique à nouveau, c'est-à-dire pas seulement estimer que obéir au libéralisme européen, ce serait l'horizon indépassable de la politique. Juste revenir à cette idée que la souveraineté, c'est une bonne chose. Quand cette idée est défendue par un type détestable, ça contribue à discréditer cette idée que je persiste à trouver bonne, par ailleurs. C'est la gauche française qui devrait défendre cette idée-là, le retour de la souveraineté? Mais bien sûr, c'est absolument raison. C'est dans l'esprit de Jean-Pierre Chevènement, qui reste mon héros. Qui est... Avec Proudhon, ça c'est plus ancien. Oui, Proudhon est plus ancien que Chevènement aussi, mais ceci dit, Jean-Pierre Chevènement est un ami, c'était un jacobin, on n'en s'entend pas du tout là-dessus, on n'a pas la même lecture de la Révolution française. Je lui ai offert récemment d'ailleurs des Proudhon qu'il ne connaissait pas, et Proudhon n'était pas un jacobin, c'était un girondin, mais je crois que la gauche n'est pas morte. Une gauche institutionnelle, de pouvoir, qui veut absolument être élue au présidentiel, etc. Cette gauche est détestable et plus personne n'en veut, mais des idées de gauche, y compris des idées qui supposeraient qu'on doit défendre la veuve et l'orphelin, les plus petits, les sans grade, les gens du peuple, les gens modestes. Normalement, ça devrait être le travail de la gauche que de défendre cette population-là, ce peuple-là.